Bonsoir. Eh bien, le Cinéscope que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir a cette particularité par rapport à d'autres qui l'ont précédé de ne pas être consacré à un monstre sacré, mais à un jeune artiste qui a d'ores et déjà été sacré bête de théâtre, parce qu'il y a une sorte de hiérarchie animale dans le monde du spectacle apparemment. Par là, je suppose qu'il va intéresser les spectateurs qui ont d'ores et déjà appris à aimer Jacques Villeray sur scène ou à l'écran, mais aussi probablement passionner les jeunes qui seraient éventuellement avides de connaître le secret d'une réussite encore fraîche. Le propre de cette émission, Jacques Villeray, est d'être consacré essentiellement au cinéma, et plus au cinéma en tout cas qu'au théâtre, au cabaret. Alors, je voudrais vous demander aussi, est-ce que vous vous sentez d'ores et déjà une bête de cinéma? Je ne crois pas qu'il y ait de distinguo à faire entre le cinéma et la scène. Je crois que, bon, il y a un dénominateur commun dans tout ça, c'est la comédie, c'est la façon dont on la joue. Alors, il y a des choses à adapter suivant qu'on joue à la scène ou qu'on joue à l'écran, mais enfin, c'est quand même pas Un monde. très différent. Oui, il n'y a pas un monde entre les deux. Bon, ce qui me réjouit, c'est que lorsque je vous ai rencontré pour la première fois à l'occasion d'une interview, c'était pour la sortie du film de Lelouch, Le Bon et les Méchants, et c'est précisément ce film-là que nous projetons ce soir in extenso. Je trouve que c'est là un bon symbole comme départ, quoi. Le Bon et les Méchants, 1975, ce n'était pas votre première rencontre avec Claude Lelouch. Non, la première rencontre, ça avait été avec toute une vie. J'avais joué un tout petit rôle, et puis, mais comme ça, vraiment une minute, et puis, mais tout de suite après, il m'avait dit, dans un an, j'ai un truc pour toi. Effectivement, un an après, il m'avait confié ce rôle, dans Le Bon et les Méchants, qui là était un rôle important, et c'était pour moi un des rôles les plus... C'était le premier rôle très important au cinéma, quoi. À part RAS, que j'avais fait auparavant, mais c'était la première fois avec un metteur en scène aussi connu que ça. Alors il va constituer avec Marlène Jobert, Jacques Dutronc et vous un trio de truands sympathiques, qui va être opposé d'ailleurs dans le film à un duo, un couple d'ailleurs, Bruno Kremer et Brigitte Fossey. Est-ce que à ce moment-là, ça fait quand même pas tellement longtemps, c'est à la fois long et pas, 1975, est-ce que pour vous ça représentait une certaine émotion de rencontrer... Bien sûr, oui, oui. Surtout Dutronc, enfin les autres aussi, mais surtout Dutronc qui était une personne dont j'étais très fan en tant que spectateur quand j'allais à l'école. Et puis de me retrouver avec lui sur un plateau à jouer la comédie, ça, au départ, voilà, ça m'a fait très plaisir, disons un peu ému, quoi, pour reprendre votre mot. Avant même de voir le film, on pourrait se demander dans ce film qui est le bon et qui sont les méchants. Oui, je crois que bon, bah, c'est tout le propos du film, quoi, c'est tout le sujet. Je crois que c'est impossible à dire. De toute façon, il y a dans le propos de Lelouch, je crois, une certaine ironie qui vient du fait que le bon ne sera pas nécessairement celui que l'on pense, ou bien plutôt que le bon ne sera pas nécessairement bon, hein, tandis que les méchants ne seront pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on peut être désigné ou décoré par un coup de chance, quoi. C'est un peu le sujet du film. À ce moment-là, vous avez 24 ans, juste? Ah oui, 25, 24, 25. Ouais. Vous avez déjà quand même une carrière déjà derrière vous, une jeune carrière derrière vous, hein, au théâtre, même au cinéma. Il y a peut-être une chose dont nous devrions prévenir les téléspectateurs avant qu'ils ne commencent à régler leur récepteur, c'est le fait que le film a été tourné en sépia. C'est ça. Hein, donc ils ne doivent pas se demander ce qui se passe tout à coup. Si c'est légèrement marron, vous inquiétez pas, c'est normal. Est-ce que vous avez idée de la raison pour laquelle Lelouch a choisi ce principe? Parce que c'était un petit peu c'était pour un peu rendre un peu les couleurs qui se faisaient à l'époque, quoi. C'est un petit luxe qui s'est payé, parce qu'en fait, c'est plus cher que de tourner un film en couleur, en sépia. Bon, alors nous allons laisser les téléspectateurs à la découverte de ce film. Mais je voudrais quand même d'abord leur rappeler une autre émission Cinéscope, qui n'est pas tellement lointaine, au cours de laquelle Jacques Dutronc, qui occupait votre place, nous racontait combien la scène du bal
qu'ils vont découvrir bientôt, représentait pour lui aussi un moment d'émotion parce qu'elle lui rappelait son père qui allait jouer de l'accordéon ou de la guitare, je ne sais plus, enfin, justement dans les petits bals du samedi soir, et notamment de ce côté-là. Et voilà de très honorables personnes curieusement compromises pour qui connaît leur passé. Voilà au contraire un joyeux avenir de gangsters qui s'annonce avec le gang des tractions avant. Mais il faut bien dire aussi que ce gang des tractions avant et la manière dont le louche le souligne, je crois que c'est très caractéristique de son amour pour les voitures. Je crois qu'il aime plus les tractions avant que le gang, non? Oh, je suis pas sûr. Je crois qu'il aime bien les deux. C'est un ensemble, quoi. Hein, mais, disons que oui, il a une passion qui s'est vérifiée au cours de ce tournage. C'est-à-dire que là, on voyait défiler tout un tas de voitures entre les Hispano-Suiza qu'on a vu avec Calfon, là, quand il dit c'est la bagnole des rois, que Claude a récupéré pour la fin du tournage, tout simplement parce qu'il aime ça. Et puis, oui, un grand amour des voitures. C'est lui qui m'a poussé, en fait, à... J'ai appris à conduire grâce à ce film. Ah bon, ou à cause de ce film? Grâce, ou... Vous oui, conduisez beaucoup maintenant? Maintenant, oui, et vite. Hein. Oui. Donc vos déplacements, des galas, etc., c'est vous qui conduisez? Moitié, ça dépend. Quand je suis fatigué, je conduis. Ah. Ça me détend. Oui, c'est plus rassurant. C'est certainement jamais comme ça qu'arrivent les accidents. Voilà. Non, pas bon. Et alors, Jacques Dutronc, par exemple, à force de l'avoir côtoyé pendant tout le temps du tournage, vous êtes apparu différent de celui que vous imaginiez avant. D'ailleurs, combien de temps a duré ce tournage d'abord? C'était un tournage à la Lelouch, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tourne beaucoup plus vite que les autres. C'est un tournage qui a duré 5 semaines et demie. Enfin 6, quoi, on peut dire. Et... voilà, oui, c'est... et Dutronc, là-dedans, m'est apparu tout à fait comme je l'imaginais, c'est-à-dire il est encore plus déconneur, si on me passait l'expression, que je l'imaginais en tant que spectateur quand j'avais 17 ans, quoi. Et je veux dire que c'est un plaisir, quoi, parce qu'on passe tellement de temps avec certains acteurs que je ne nommerai pas ici, mais pour qui l'introspection ne se rendent pas compte que leur introspection peut des fois fatiguer. Lui, c'est la détente et c'est, je crois, plus créatif que beaucoup d'autres. Je trouve aussi, moi, l'adjectif sensible, non? Il m'a fait l'effet. Mais tout ça est contenu, c'est-à-dire que c'est hyper sensible. On va pas rajouter sans arrêt quelque chose, mais je crois que c'est ça. Mais en tout cas, sa façon de travailler, c'est quelque chose qui est porteur de... Ça va toujours plus avant, quoi. Et Marlène Jobert, qui a parfois la réputation d'être un peu, disons, capricieuse. Moi, j'ai pas... Vous savez, il faut toujours se méfier, faut toujours juger des gens par soi-même. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Je sais qu'on dit plein de choses de tas de gens, de tas d'acteurs, de tas de chanteurs, de tas de gens de variété. Moi, j'ai toujours attendu... Enfin, au fur et à mesure que je me suis aperçu que moi, en croisant les gens, c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit, j'ai appris à ne plus du tout écouter ce que me disaient les autres. Et maintenant, je juge par moi-même. Et Marlène Jobert, je dois dire que je l'ai pas trouvée plus ennuyeuse et plus comment vous avez dit, capricieuse que n'importe qui, et même plutôt moins que certaines autres. En tout cas, moi, je me souviens très bien, je ne sais pas si vous le savez, que lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, c'est elle qui vous a présenté à moi, qui m'a dit, voilà, Jacques Villeray, c'est un acteur promis à un très bel avenir, etc., etc. Et elle a ajouté, et qui a aussi des yeux qui font pâlir d'envie bien des femmes à Paris. Ah, oui. Ah, je ne savais pas, vous auriez dû me le dire sur le moment. Mais est-ce que votre physique au départ ne risquait pas de vous cantonner d'emblée dans des rôles très caractérisés, très typés, et même, dirais-je, peut-être stéréotypés? Oui, c'est vrai, parce que bon, il y a une définition physique qui me cantonne plus ou moins dans les rôle de copain, de petit gros, comme on dit. Mais je crois que l'important, c'est un moment, c'est se hisser au-dessus de ça, quoi. Vous parliez tout à l'heure de Marlène Jobert en parlant des yeux. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit pouvoir passer au travers de ça. Sinon, effectivement, on risque d'être cantonné. Mais je veux dire que jamais un physique n'est limitatif, quoi. Je crois pas. Enfin, en tout cas, les Américains semblent nous le prouver.
Dustin Hoffman, Al Pacino, qui a joué le parrain à tel point qu'on y croit complètement. C'est pas son physique, c'est pas. Il est plus imposant que Sylvester Stallone. Non mais, non mais alors qu'il doit faire 35 cm de moins et qui 40 cm de moins en épaule, je crois que c'est donc autre chose qui se passe. C'est une petite chimie qui se fait ailleurs. Et ça, je crois que maintenant, tout ça est au point. C'est plus en avance en Amérique, mais ça l'est quand même en France. Si on prend le cas d'un Depardieu, par exemple, c'est pas les critères absolus de la beauté. Il n'empêche que c'est quand même, jusqu'à preuve du contraire, un des acteurs en France qui font passer le plus de choses dans les rôles qu'il interprète. Mais est-ce que ce n'est pas le désir de prouver justement ce que vous venez de dire qui vous a conduit au one-man show? Non, pas du tout, non. Le one-man show, c'est quelque chose de complètement fortuit. Hein, c'est vraiment... c'est parce que quand, entre deux films ou entre deux pièces, je savais pas quoi faire, je faisais du cabaret, 10 minutes, un quart d'heure, puis un jour c'était une demi-heure, puis un jour ça a été 1 heure, et puis il y a eu du monde, puis voilà, puis un jour ça a été plus long, et puis je me suis penché sur la question. Et c'est tout. Et puis maintenant c'est devenu 2 heures avec... maintenant ça m'ennuie quand il n'y a pas de monde. Parce que maintenant ça devient mon truc, mais au départ, c'est complètement par hasard. On vous parle parfois de Frigoli quand on parle de vous? Pas du tout, non. Non, non. Frigoli, il a fait des costumes. Moi, il avait plein de costumes. Moi, j'en ai qu'un. Oui, au fond, c'est vrai que c'est quand même... Ce que vous faites est assez différent de ce qui s'est fait jusqu'à présent dans le genre. Disons que moi, je sais pas, c'est de la suggestion, quoi. C'est-à-dire que moi, si je joue une femme, je me change pas... Je sors pas en coulisses pour m'habiller en femme. Sinon, ça m'intéresserait plus. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi, ça m'intéresserait plus. Et si je joue une femme, je le joue 2 minutes, 3 minutes, mais je la suggère avec les habits que j'ai sur moi. Je la suggère par des gestes, par des mimiques, par des choses comme ça. Hein. Je parle sur scène, là. Mais ce qui m'intéresse, c'est que justement, vous ayez cité cet exemple-là, parce que précisément maintenant, dans l'extrait qui va suivre, nous allons vous retrouver en femme. Ah oui, mais là, je suis habillé en femme. C'est pour ça que j'ai dit avant sur scène, parce que là c'était au cinéma, bon on m'a demandé de le faire, je l'ai fait, c'était pas moi, ni l'auteur des sketchs, ni le metteur en scène. Mais moi, en ce qui concerne le one-man show, jamais je ne me sers d'aucun accessoire, ni d'aucun costume. Mais alors, bon, c'est Jean-Michel Ribes qui a fait le film, il s'agit donc de Rien ne va plus, le film d'ailleurs qui passe encore sur les écrans belges en ce moment. C'est un de vos complices régulier, hein, Michel Ribes. Ben, ça l'est devenu. C'est-à-dire que moi, quand j'avais passé à la Gaîté Montparnasse à Paris, il était venu me trouver en me disant j'ai une idée, et voilà, qui était bon, un peu basé sur le fait que quand je joue au théâtre, je change de personnage. Lui a voulu faire un film à sketch où je change à chaque fois de personnage, mais là, on l'a fait complètement, parce que c'était au cinéma. L'idée, alors à ce moment-là, de mettre une perruque, d'avoir des faux seins, etc., d'abord, ça vous a gêné ou bien est-ce que tout de suite vous avez vu comment il fallait le faire? Non, on a vu assez vite, on avait répété. C'est pas une chose très 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 agréable, mais c'est assez... Il a fallu se faire décolorer les sourcils, des choses comme ça, tout ça, c'est pas très marrant. Mais très vite, c'est... Bon, on s'y habitue, hein, on s'amuse, quoi. Donc c'est l'affaire de 2 jours. Et puis voilà. Oui, mais en fait, ce qui est quand même très sympathique dans ce que vous avez fait, notamment dans ce sketch-là, en tous les cas, c'est que bon, vous n'avez pas fait quelque chose de comique. Souvent, quand un acteur s'habille en femme, c'est pour faire comique. Ici, c'est pas ça. Elle s'appelle Florence Bellac, je crois. Florence Bellac. Voilà, oui, je me souviens même de son nom, donc c'est que c'est un personnage qui existe, dans ma mémoire en tout cas. Et bon, mais Florence Bellac est plus attendrissante que ridicule. Ça, je crois que c'est important. Parce que c'était le principe de tous les personnages de ce film, c'est-à-dire que moi, ça m'intéresse pas. Je crois que c'est plus de notre temps de faire des choses qui soient uniquement dramatiques, et rien ne m'énerve plus, ou uniquement comiques, comme ça, renverser les tables et tout. Ça m'intéresse pas. Je crois que c'est ce qui m'intéresse, ce qui me touche, moi, en tant que spectateur, et ce que j'essaye de faire en tant qu'acteur, c'est quand les choses sont bien mélangées, quoi. Voilà, donc le cas de cette personne, de ces personnes qui appellent tous les jours RTL ou Europe 1, je sais plus quelles sont, enfin toutes les stations de radio font ça,
Il y a des personnes qui qui appellent pour confier leurs problèmes sexuels, sentimentaux, psychologiques et tout ça. Hein. Eh ben, ce sont des personnes qui sont, il y a un moment, on est tenté de tourner le bouton, et puis si on écoute un peu longtemps, c'est touchant. Et c'est ça qu'on a voulu faire. Je suppose, mais moi j'aimerais beaucoup la citer, Judith Magre, mais je suppose que pour jouer ce sketch, vous n'avez guère été en contact avec elle finalement. Assez peu, oui. Bien Assez sûr, peu, parce oui. qu'elle- Ça a été elle est la tourné de voix façon qui vient de séparée, l'autre mais côté, oui. c'est pas gênant parce que c'est à l'image de la réalité. Une personne appelle de sa cabine, elle voit pas non plus. Mais bon, vous l'avez peut-être peu vue en tournant ce sketch. Je trouve que nous la voyons trop peu au cinéma en général. J'aime beaucoup Judith Magre, qui je trouve très grand talent. Oui, c'est sûr. Pauvre et adorable Florence Bellac. Jacques Villeray, vous êtes né près de Tours, c'est ça? Dans Tours. Dans Tours. À Tours, oui. Hein, on dit pourtant Loche, non? Non, j'ai vécu à Loches 10 ans et à Tours 8 ans, mais je suis né à Tours. On peut donner la date de la naissance, je crois. Oui, oui, vous pouvez y aller. 1951, c'est ça? Bien. Sous quel signe? C'est Verseau. Bien. Vous vous sentez en harmonie avec votre signe ou bien vous vous êtes jamais préoccupé de la chose? Si, je me suis un petit peu préoccupé. Enfin, non, comme toujours, il y a toujours des gens qui s'en préoccupent pour vous. Alors, on est venu me dire que c'était très très difficile pour moi parce que en fait, l'ascendant, c'est ça, est Lion et que c'est pas possible de trouver plus opposé. Et bon, moi, je veux bien m'y plier. Je sais pas, j'y connais rien. Et c'est vrai que je suis très contradictoire comme personnage, c'est-à-dire que d'une seconde à l'autre, je peux changer complètement d'avis et avoir envie de faire autre chose. Alors peut-être ceci expliquerait cela. Voilà, mais enfin je vous dis... Mais en tout cas, il semblerait que vous ayez une vocation assez précoce, non? Je crois qu'on peut vraiment parler de vocation dans votre cas. je sais pas, il n'y a pas eu de vocation puisque j'ai jamais eu envie de faire autre chose. Voilà. Il y avait une négation d'appel vers autre chose. C'est une négation totale du reste. Mais vous avez quand même fait, en tout cas, un effort dans le sens qui vous appelait, vers les carrières qui vous appelaient, parce qu'enfin, si je suis bien renseigné, vous avez quand même fait le lycée et le conservatoire en même temps. Oui, non, non, j'étais... moi j'ai tout de suite eu envie de faire ça. Quand je voyais des chanteurs... ce qui m'attirait au départ, c'était de jouer la comédie. Hein. Bon, alors peu importe, j'aurais joué dans une troupe à Rennes ou à Dunkerque ou à Nice, employé, salarié ou moi, j'aurais été content. Il se trouve que les événements ont tourné autrement et je suis très heureux parce que ça serait dur maintenant de se déshabituer. Mais au départ, l'idée c'était ça, c'était de jouer la comédie tout le temps. Bon, c'est tout. Et puis j'ai suivi les chemins traditionnel pour faire ça. On ne peut plus traditionnel puisque en tant que provincial, on n'entend parler que d'une chose à Paris. En province, c'est le conservatoire de Paris. Alors moi, mes parents m'avaient dit, tu feras ce que tu veux quand tu auras ton bac. Et voilà, bon, quand j'ai eu mon bac, eh ben, je me suis présenté au conservatoire, je suis entré au conservatoire et puis ça a été tout. Voilà mon... Oui, mais enfin, la légende dit que vous êtes parti à Paris 2 jours après avoir eu votre bac. Ah, c'est vrai, ça. Parti le surlendemain. Très rapide. J'ai eu mon bac un 5 juillet, je suis parti le 7. Bon, c'est pas mal quand même. Ouais. Et bon, vous avez eu des maîtres, il y a des gens qui vraiment vous devez un coup de chapeau. Oui. Bien... Il y a eu Louis Seigné qui a été mon professeur pendant 3 ans au conservatoire. Et, bon, qui est une personne qui, lui, savait qu'on n'apprend pas aux gens à jouer la comédie, mais qu'on peut leur rendre des services et qu'on peut leur faire gagner du temps. Et c'était quelqu'un qui ne se trompait jamais quand il disait que c'était pas bien. Il savait pas forcément dire ce qu'il fallait faire pour que ce soit très bien, mais quand il vous disait non, c'est pas bien, ça coco, vous pouvez être sûr que c'était pas bien. C'est parfois intéressant, je crois, de faire une espèce d'inventaire des générations. Il y a la génération Girardot, Rochefort, Marielle, Belmondo, je crois d'ailleurs aussi. La vôtre comprend aussi quelques noms comme ça. Oui, il y a par exemple Huster, il y a Weber, Balmer, il y a Perrin, il y a Dussolier, il y en a d'autres, j'en oublie, Spiesser aussi, il y a pas mal d'acteurs, quoi. Bon, à ce moment-là, vous saviez déjà qui allait faire quoi? Ça se sentait parmi tous ces garçons? Oui, non,
très bizarrement, les choses se sont déplacées avec le temps. On savait très très vite sur 72 élèves, par exemple, parce que ça, le Conservatoire de Paris contient 72 élèves, hein, sur 3 années, et très vite, il y a des personnalités qui se dégagent. Mais avec le temps, ça prend des chemins très différents. Mais ceci dit, sur les 10 ou 12 personnes qui se sont dégagées de 72, il n'y a pas d'erreur, en fait. Mais au fond, vous aviez 17 ans en 68. Hein, Ouais, voilà. vous étiez à Tours encore. Voilà. 68 pour vous, ça a laissé des souvenirs Non, pas vraiment. Ça a laissé le souvenir de choses que je comprenais pas bien, ou pour lesquelles j'étais pas très mûr et dont je me préoccupais pas tellement. C'était pas. Je suis même parti d'ailleurs. Je suis parti. Je leur ai laissé tout ça. Je devrais pas. Je devrais avoir honte, mais ça me concernait pas. Mais vous êtes parti parce que, justement, vous ne vouliez pas rater l'appel lancé par cette vocation, ou bien... Ah non, pas du tout. C'est que ça m'ennuyait profondément. Je veux dire, à Tours, il y avait des piquets de grève avec des brassards et on attachait la porte du lycée avec un antivol. Moi, ça m'amusait pas. Je suis parti en Norvège pendant 4 mois. Ça m'a amusé beaucoup plus. C'est vraiment très loin, ça, oui. Au théâtre, je crois que c'est par le théâtre que vous avez débuté. On a quand même commencé par vous les donner, les rôles de valet de comédie, comme Bien ça. sûr, je les ai faits, oui. Moi, le premier truc que je jouais, c'était Brin d'Avoine. Je jouais Brin d'Avoine et la Merluche aussi dans l'Avare. C'est 2 lignes, quoi. J'ai renversé de l'huile sur comment ça s'appelle, mon pourpoint, et il est tout taché. Puis après ça, je jouais un peu plus gros, je jouais Maître Simon. Alors après, je jouais Brin d'Avoine et Maître Simon, parce qu'on peut changer entre le 2e acte et le 3e. Et puis après ça, je jouais tous les classiques avec la compagnie Tassencourt, les Scapins, tout ça. Et puis j'ai fait beaucoup de théâtre, quoi. Vous avez joué pour le TNP aussi? Oui, j'ai joué au TNP un peu avant qu'il soit rénové. On jouait une pièce de Vesquer qui s'appelait Des frites, des frites. Très très violemment antimilitariste, mais bien faite. Et alors, vous avez travaillé avec Hossein aussi à Arès? Non, j'ai travaillé pour la compagnie Hossein, mais c'était pas lui qui avait mis en scène. C'était une mise en scène de Weber. Bien. Et parallèlement à ça, vous commencez le cinéma, alors, ou bien... Non, j'ai commencé avant. J'ai commencé pendant que j'étais au conservatoire, en fait. RAS, ça date. Mon premier film, c'est RAS, ça date de 1970-71. Donc j'étais encore au conservatoire. Ça se passe pendant. C'était une époque où le conservatoire, quand on était au conservatoire de Paris, on était en même temps professionnel, quoi. On travaillait déjà. Vous avez dû vous absenter alors, parce que c'était... Ouais, c'est ça. On n'avait officiellement pas le droit de s'absenter, et puis on le prenait, quoi. Le Boisset de RS, c'était quand même un personnage... Un peu sommaire, oui. Un peu sommaire. Oui, un petit peu stéréotypé, comme on disait tout à l'heure, oui. C'était celui des 4 qui était celui qui bouffe, celui qui fait l'imbécile, celui qui ceci et cela, celui qui n'a pas de problème. Mais ça existe. Mais là, on revient à Lelouch, parce que je voudrais passer à l'autre film de Lelouch, À nous deux. En fait, vous en avez fait 5 ensemble. Ça, c'est quand même la fidélité. Plus, je crois. Plus, oui. On doit faire plus. Bon, on fera le compte tout à l'heure, mais je ne crois pas. Je crois que c'est 5. Enfin, non, oui, mais vous confondez, vous additionnez les projets, peut-être. Non, c'est 7. Non. Dites, écoutez, voilà, pour À nous deux, nous allons passer le tout début du film. Alors, vous vous présentez des choses comme... Ah oui, c'était... je crois que mon rôle consistait à être dans un état d'ébriété assez avancé au cours d'un repas. Et puis je me souviens d'une séquence de piano pour laquelle j'avais eu beaucoup de peine, parce que comme je ne suis pas un pianiste émérite, là j'avais en plus là, le gros problème de devoir chanter en même temps. Et là j'étais vraiment perdu. C'est-à-dire que l'un ou l'autre je peux y arriver, les deux en même temps c'était difficile. Et j'ai pris des cours pour ça. Eh bien, on va voir le résultat. Hein. Bon, alors voilà, on parle beaucoup de l'improvisation chez Lelouch. Déjà, vous nous avez parlé de cours de piano que vous avez pris avant de filmer ceci. Alors, qu'est-ce qui reste? Il y a encore de l'improvisation dans ce qu'on vient de voir, ou bien il n'y a rien du tout? Au contraire, tout est méticuleusement préparé. Non, malheureusement, tout n'est pas aussi méticuleusement préparé
que je l'aurais souhaité parce que je vous dis, je suis pas un musicien, mais ça a été très 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 préparé. Moi, de toute façon, j'arrive pas à... J'ai un problème de... Les choses du comique doivent être placées, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Enfin, moi, en tout cas, je travaille comme ça. Moi, il n'y a pas de... L'improvisation, je suis pas fort, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à l'intérieur d'un truc très très bien construit, il peut m'arriver de me laisser aller, mais c'est sur 30 secondes, c'est un maximum. Mais sinon, il faut que ça soit préparé. Et ça, c'est le cas. Alors avec la méthode de Lelouch de tendre des pièges, de balancer une réplique dont un des acteurs n'est pas Oui. prévenu, etc. Oui, c'est un peu une fausse réputation, c'est-à-dire que c'est plein de gens qui sont empressés de dire que Lelouch faisait improviser, c'est pas tellement vrai, quoi. C'est-à-dire que Lelouch est très très précis, c'est-à-dire qu'il sait très très bien ce qu'il veut. Hein. Il demande à chaque acteur des choses très précises. Par exemple, si une scène à jouer tous les deux, vous allez être très très au courant de ce que vous avez à dire, et moi très au courant de ce que je vais avoir à dire. Et le petit miracle qui se passe ou ne se passe pas, bon, c'est lui qui le récupère ou non, mais c'est pas, je veux dire, il met pas un acteur au pied du mur comme ça. Et il tourne tout avec caméra à l'épaule? Ou bien c'est seulement pour les grands moments quand il y a quelque chose à capter? Il tourne beaucoup de choses à caméra à l'épaule, et puis il tourne quand ça a besoin de ne pas bouger du tout, et ben il met sa caméra sur pied. Mais c'est assez rare, effectivement. Il a acquis une très grande technique, enfin une très grande maîtrise des choses de la technique avec la caméra sur l'épaule. Assez étonnante d'ailleurs. Je crois qu'il s'est vraiment emballé pour vous, Villaret, parce qu'enfin, Robert et Robert, je ne pourrais guère imaginer qu'il n'ait pas écrit ce scénario en pensant à vous. Oui, mais tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on s'entend bien, c'est parce que nos deux façons de travailler se complètent très bien. C'est-à-dire que Lelouch est quelqu'un qui laisse du flou, pas tant que certains voudraient bien le dire, dans la direction, hein, parce que c'est quand même très très précis. Il recommence 15 fois quand il veut un truc précis, il le veut et il l'a. Hein. Et moi, j'ai aussi cette chose-là, c'est-à-dire que je peux avoir 10 phrases clés à dire dans une scène, et puis il peut se passer des choses au milieu. Voilà. Et les deux façons se rencontrent bien. Je crois que c'est un petit peu pour ça, en dehors du fait qu'on soit devenus très amis à force de tourner ensemble. Je crois que les deux façons se complètent bien. Mais est-ce que vous avez participé, par exemple, à la préparation d'un film comme Robert et Robert? Oui. Donc au niveau du scénario. Il prépare toujours ses films, il prépare toujours avec ses acteurs. C'est quelqu'un qui ne donne pas de scénario, mais c'est pire. C'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'à ça. C'est-à-dire que 2 mois avant, on le voit 3 fois par semaine. Et il lit le scénario. Lui, il y en a un qui est complètement écrit, tapé, phrase par phrase et tout ça. Et alors il dit, non, ça je te le dis pas parce que hein, je peux pas te le dire. Tous ces petits trucs. Mais c'est très très préparé. Et il laisse de la place à des petits miracles qui sont pas forcément... C'est pas forcément à base d'improvisation, quoi. Mais alors là, vous formez vraiment un duo avec Charles Denner. Je ne crois pas que vous eussiez joué avec lui auparavant. Non. Donc vous avez dû apprendre à vous connaître l'un l'autre. Je crois que ce n'est pas tellement facile d'ailleurs de connaître Denner. Aussi. Oui. C'est très facile. C'est un homme tout simple et très gentil. C'est un mot qui est un peu galvaudé. C'est difficile à dire parce qu'il a fini par plus avoir de poids, mais c'est vraiment le mot qu'on pourrait employer à son égard. Et puis je trouve que c'est un grand acteur, quoi. Quelqu'un qui a une passion et qui fouille jusqu'au bout un rôle et la moindre réplique. C'est Truffaut qui avait dit qu'il ressemblait à un oiseau de nuit parce qu'il a toujours l'impression d'un peu s'échapper comme ça à certains moments. Ah oui, il a un peu un physique, une tête d'oiseau un peu. Bon, alors on esquisse le thème de Robert et Robert. Oui, si vous voulez. Oui. Deux célibataires qui... Oui, alors c'est deux célibataires qui se trouvent réduits à force de timidité, parce que c'est ça le problème et le dénominateur commun de ces deux personnes, c'est la timidité. Alors c'est une timidité qui sort différemment, c'est-à-dire que moi c'est vraiment l'introverti absolu, et l'autre ça sort, il est très extraverti et voire même très très agressif par moments. Et puis bon, bah, il se décide à aller dans une agence matrimoniale. Et c'est là qu'ils se rencontrent. Et puis
c'est pas des gens faits pour le succès, hein. Donc ils n'auront pas de succès avec les femmes, pas plus en allant dans une agence matrimoniale, et puis ils gagneront une amitié entre eux, quoi. Ils ont un petit moment comme ça. Je voudrais quand même que nous en revenions à ce one-man show maintenant. Parce qu'il y a quelque chose d'assez troublant dans le fait que vous, justement, fassiez cela. Parce que le personnage, l'artiste qui fait un one-man show, donne par définition une impression de solitude, alors que vous me donnez précisément l'impression d'être quelqu'un de très entouré d'amis, très sociable, aimant justement la compagnie. Je crois que tout le monde aime la compagnie, ça c'est pas des... je veux dire que la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est pas pour faire des sentences, c'est de se retrouver seul, hein. Personne n'a envie de se retrouver seul. Le one-man show, bon, c'est une expression, c'est une solitude momentanée, c'est quand même 2 heures par soir. C'est tout, il n'y a rien de paradoxal, il n'y a pas de façon, il n'y a pas besoin que ce soit en harmonie. De toute façon, jamais personne, jamais aucun acteur n'a été en harmonie avec dans sa vie professionnelle et sa vie comme ça par rapport aux autres. Il y a un décalage à un moment. Ce qu'il faut, c'est faire les atterrissages et les décollages, les atterrissages avec le moins de secousses possible. Bon, les comédiens m'ont toujours dit que chaque représentation de la pièce qu'ils interprétaient était différente, notamment par rapport au public devant lequel ils se trouvaient. Oui. Est-ce qu'il vous arrive, certains soirs, lorsque vous êtes seul sur cette scène, vous, d'abandonner un des personnages de votre série ou de l'atténuer, de le gommer un peu, d'arriver plus vite à un autre parce que vous sentez que ça ira mieux ce soir-là? Non, parce qu'il y a non, c'est pas... Jamais je supprime. Il y a des fois où le contact se fait moins bien. Et ça peut dépendre de très peu de choses. Ça peut dépendre de... Et c'est Fernand Reynaud qui disait oui, d'accord, faire rire, mais ça se fait à deux, ça se fait avec le public. Il y a des fois, on rigole bien, et puis d'autres fois, c'est à quelle heure on lève le corps, hein. Il disait ça dans un sketch célèbre. Et c'est vrai, il suffit que vous ayez une fosse d'orchestre de 20 mètres et une allée centrale de 10 mètres comme ça devant vous, et puis des types qui ont des papiers de bonbons et des esquimaux et tout ça, et puis vous ne l'aurez pas le contact. Ça, des fois, ça tient à très peu de choses. Alors, des fois comme ça, soit on s'énerve, soit on va un petit peu plus vite. Mais disons, d'une façon générale, une représentation ressemble quand même à une autre. Il faut vraiment qu'il y ait de gros problèmes pour que ça ne se passe pas de la même façon. Et les personnages de votre galerie, comment est-ce que vous les choisissez? Ben ça, malheureusement, je voudrais bien le savoir, parce que ça me permettrait de mettre au point une méthode et de me dire, voilà, aujourd'hui je fais tel sketch, et puis demain j'en fais un autre. Il n'y en a pas tellement, quoi. Ce qu'il y a, c'est que ça vient comme ça, il y a des personnages qui vous inspirent, on va passer une personne dans la rue, et on a envie de faire un sketch sur lui, et puis on y arrive, plus ou moins, en collaboration avec le public, parce que c'est pas tout de l'écrire, après, il faut le jouer, il faut qu'il y ait les rires, donc la respiration du sketch, qui lui donner sa vraie dimension, son vrai timing, en fait. Et puis voilà, c'est tout. Je peux pas vous en dire plus. Et des sketchs de ce genre, ça existe par écrit, ou bien c'est pas possible d'écrire cela? C'est la tradition orale, quelque chose qui ressemble à la tradition orale. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il faut au départ écrire quelque chose, mais ce quelque chose est forcément amené à être modifié au contact du public. Et vous répétez devant un miroir? Non, je répète avec le public, j'essaye de me lancer le plus courageusement possible, et puis voilà. Et le public me fait même découvrir des choses auxquelles moi j'avais pas songé, parce que on trouve pas tout dans un bureau ou devant une feuille de papier. C'est impossible. Vous savez que c'est relativement impressionnant de vous interviewer, parce que l'intervieweur est toujours en situation de se demander s'il ne va pas lui-même entrer dans la galerie des personnages ridicules, accablés de travers, qui sont ceux que vous aimez tant évoquer, ou bien alors l'inverse. Se dire, bon, en ce moment, il joue le jeu de l'interview, mais est-ce que vraiment il va continuer à jouer le jeu de Jacques Villeray interviewé, ou bien est-ce que je ne risque pas tout à coup de me trouver en face d'un autre personnage qui me répondrait autre chose? Oui. Oui, j'ai bien compris votre question. Eh bien, à mon sens, ce qui caractérise ce temps
Et quand je dis ce temps, c'est le contenu spatial du concept temps qui, bien sûr, m'intéresse. Ce qui caractérise donc ce temps, ce qui est ce que j'appellerais son image définition. Et vous remarquerez au passage que dans définition, il y a défi et qu'image contient âge. C'est la conjonction des pulsions et des possibles qui, telle l'eau trop chauffée dans la bassine, fait imploser, exploser le couvercle dialectique de l'écheveau des idéologies, balayant d'un seul coup d'un seul, grâce au carburant désir, le je, le moi et le ça, pour atteindre enfin la seule finalité de l'homme nouveau, la clarté. Bravo, ça c'est très bien. Mais alors là, j'ai l'impression d'avoir reconnu un des textes du film de Rib, hein, Rien ne va plus, non? Voilà. Là, évidemment, j'ai du mérite d'avoir reconnu parce que là, au moment où vous le dites, vous êtes blond, je crois. Je crois blond, un bureau, oui. Etc. Bon, eh bien, je crois qu'on pourrait alors évoquer maintenant, de façon directe, alors une autre séquence de ce film. Il y a quand même quelque chose dans le personnage que nous allons rencontrer qui m'a un peu troublé, c'est que j'ai eu l'impression que vous aviez pensé à Marco Ferreri. Pas du tout. Ah bon? On y a pensé après, on a pensé à Georges Perec. Ah bon. Au départ. Bon, alors il s'agit d'un... C'est pareil, hein. Oui, oui. C'est le même barbe, sauf que, bon, c'est vrai que ça fait un peu Marco Ferreri, mais c'est pas celui à qui on a pensé au départ. Bon, il s'agit d'un écrivain qui s'est peut-être cru blasé un jour, qui a... Il n'a pas tout à fait réussi, disons. Non, il n'a pas tout à fait réussi en se retirant à la campagne, il se retrouve là... Enfin, dans cette merveilleuse, raté avant de se retirer. Dans cette merveilleuse solitude, oui. Dit-il. Dans la Somme. Bien. Évidemment, devant une séquence de gens, on ne peut s'empêcher de se dire que c'est à la fois très drôle et assez tragique, non? C'est cruel. Oui, c'est très cruel parce que c'est le credo de certains ratés. Et quand je dis raté, c'est pas du tout méchant comme intention, c'est-à-dire que c'est raté au sens de ratage. C'est quelqu'un qui a raté son truc et puis il légitime tout ça après avec de longs discours en disant on est bien mieux ici à la campagne avec les animaux et parce que la vie de Paris ça suffit, alors qu'en fait je crois que écrivain, acteur, metteur en scène, cinéaste et tout ça, tout le monde a besoin de succès, quoi. Je suis embarrassé pour l'enchaînement parce que je croyais annoncer que nous allions passer au rôle sérieux, mais en fait c'est très sérieux ce que je viens de voir finalement, hein. Bah oui, c'est sérieux, mais ça n'empêche pas qu'on puisse en rire et que ça puisse être drôle et grinçant. Je crois que faut pas avoir peur de ça. C'est comme ça la vie. Un jour, ça marche pas et puis faut se dire qu'après ça peut marcher. Puis il faut se préparer aussi quand ça marche à ce que ça marche plus, quoi. Alors il y a quand même donc les films auxquels vous prêtez et qui ne sont pas censés faire rire, qui ne sont pas destinés à ça. Oui. Il y en a un notamment dont je voudrais vous entendre parler. Je vais dire tout de suite pourquoi. C'est parce qu'il n'est pas sorti en Belgique. Oui, je sais. Oui, lequel? C'est Passe-Montagne, oui. Exactement. Avec Jean-François Stévenin. Je voudrais que vous m'en disiez deux mots parce que... Oui, moi je suis un petit peu étonné qu'il ne soit pas sorti en Belgique parce que, sans dire des méchancetés, je crois qu'il est sorti partout ailleurs, vraiment. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé, donc ça n'a pas intéressé. Je crois que là, c'est peut-être des distributeurs belges que ça n'a pas intéressé. Et ça, c'est possible, les petites, ils ont eu raison. Mais disons que c'est la seule raison possible. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Oh là là, c'est difficile à raconter. Je crois que c'est des sentiments, c'est des moments de vie comme ça. Disons que c'est l'histoire de deux types à la dérive, de milieux complètement opposés. Et là où ils se rejoignent, c'est sur leur dérive. C'est-à-dire, il y en a un, c'est le Parisien, très schématiquement, hein, que j'interprète moi, et l'autre, c'est le Jurassien, dans sa campagne, dans ses bois, qui ne croise personne, et qui, autant à la dérive, et à la faveur d'une petite panne d'autoroute, ça c'est la chose du scénario, ils se retrouvent et ils échangent des choses. Disons que c'est 56 heures de la vie de deux hommes qui se livrent un petit peu l'un à l'autre, et qui se livrent un petit peu, c'est pas le mot, disons qu'ils se livrent très profondément. Dire qu'ils font déjà à 30 ans le constat que leur vie est ratée par rapport à ce qu'ils avaient pu espérer 10 ans auparavant. C'est vrai que votre voix a changé pendant que vous racontiez ça. J'ai l'impression que vous aimez ce genre de qualité de personnage. Oui, parce que là, c'est vraiment une chose qui est très
très profonde. Je crois que, bon, en tout cas, les Américains ne s'y sont pas trompés. Il y a des gens comme John Borman et tout qui a vu le film à Cannes. Il l'a pris, il a dit je l'emmène. Et c'est un film qui a fait le tour des États-Unis, ça, dans des salles d'art et d'essai. Pour eux, c'est pas l'exploitation normale, mais des gens comme Borman, comme Monty Hellman, comme Cassavetes, tout ça, c'est des gens qui sont branchés très fort sur ce film-là, parce que là, il y a vraiment quelque chose, je crois. Bah, j'espère qu'il reviendra par ici. Hein. Et alors, je voudrais évoquer dans un registre que je dirais similaire, donc sans avoir vu le Passe-Montagne, mais enfin, quand même, le genre de film qui n'est pas destiné à faire rire, justement, Un balcon en forêt de Mitrani. C'est quand même une gageure qu'il a relevé là, Mitrani, non? C'est une gageure dans le sens que c'est de toute façon très 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 difficile d'adapter un roman au cinéma. Déjà, au départ, c'est difficile, quel que soit le roman. Là, c'était encore plus difficile parce que c'est même pas de la chronique, ça, c'est vraiment du pointillisme. Enfin, c'est désincarné complètement. C'est proposé comme spectacle le temps qui passe et pendant lequel il ne se passe rien. Je crois en tout cas que Julien Gracq a prononcé des avis très favorables sur le film. Hein. Absolument. Bah oui, parce que c'est très difficile à rendre. L'histoire, c'est des types qui passent 4 ans dans une maison, à qui on a dit, quand les Allemands vont arriver là, vous les arrêtez. Et il se passe rien. Il se passe jamais rien. C'est ça le film. C'est fait que de petites notations, de trucs, de soupçons. Ils sont même pas au courant de la guerre. C'est ce qu'ont vécu beaucoup de gens qui ont fait la guerre. Il n'y a pas que le débarquement, quoi. Mais alors, ce qui est quand même beau dans le film, et que Mitrani fait bien sentir, c'est pour ces hommes voués à l'inaction, peu à peu, une vie quand même se reconstitue. Ils apprennent l'amitié, ils apprennent les rapports humains. Il y a certains qui vont découvrir l'amour. Je ne sais pas s'ils apprennent, c'est-à-dire qu'ils cherchent à recréer ça, quoi. Oui, retrouve quoi, oui. Hein, ils cherchent à recréer une cellule comme ça, quasi familiale en fait. Qu'est-ce que font 3 des 4? Tout de suite, c'est de retrouver une femme, c'est-à-dire un peu de tendresse, c'est-à-dire quelqu'un à qui se confier le soir, quelqu'un à qui parler. Et puis voilà, c'est ça qui est assez troublant. Et puis naturellement, on les fait attendre 3 ans là, en leur disant quand les Allemands arrivent, vous défendez. Mais c'est un film hors mesure, parce que d'abord, il est lent, il est long, il est lent. Il ne peut pas être autrement que lent. Ben voilà, il n'apporte pas ce qui est préconisé en art dramatique, les fameux, les célèbres rebondissements. Non, ben non, parce que il n'y a pas de suspense, puisqu'on sait que le sujet, c'est ça, c'est qu'il se passe rien. Rien avant mai 40. Ouais. Ce qui se passe rien, c'est l'attente. Bon, vous êtes un troupier, là, vraiment le... Un troupier breton. Breton. Et pourtant... Vous allez quand même vous attacher à ce lieutenant, non? Et vous allez faire pour lui... Bon, je ne sais même pas il s'attache à personne. C'est le lieutenant à la fin, parce que c'est celui qui voit mourir, mais ça aurait pu être... Mon personnage, c'est une sorte d'animal, en fait. Vous avez vu, il est privé de la parole, il parle pas. Il parle pas, il boit, c'est une sorte de... Il est décrit comme ça dans le livre. C'est un type qui marchait, on faisait paille foin, quoi. Hein, c'est ni lire ni écrire, quoi. Pour faire 1, 2, 1, 2, c'était paille foin, la paille dans le sabot droit et du foin dans le sabot gauche. Voilà. Il fait partie de ces gens-là. C'est un illettré complet. C'est un animal, c'est comme un chien, quoi. Et alors, il est d'une grande fidélité et effectivement, ça s'exerce à l'égard du lieutenant à la fin parce que c'est celui qui voit mourir les autres étant morts sur le coup. Si je vous demandais de citer les acteurs pour lesquels vous avez le plus d'admiration. Je vous répondrai tout de suite Michel Simon et Marlon Brando. Et puis après, bon, la liste est très très longue parce que bon, c'est un distinguo que je fais moi, mais il y en a des centaines et des centaines que j'adore. Mais disons que ce sont les deux là qui me procurent des choses. Le petit plus, quoi. C'est le plus que tous les autres. Bon, alors ils sont... Acteurs, hein, parce que autrement, j'ai une grande passion pour Chaplin aussi, mais c'est comme créateur, c'est un autre ensemble. Mais ils sont très différents, enfin. Ouais. Oui. Michel Simon et Brando, oui. Pas tellement, non. Pas tellement, je crois que c'est ce goût cette facilité à la transformation. C'est absolument
insensé. Je veux dire, si vous penchez sur un book, comme on dit, un book de Marlon Brando, vous seriez surpris. C'est pas très 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 différent comme. Bien sûr, l'époque est différente, les méthodes sont différentes, mais je crois que l'envie et les pulsions sont un peu les mêmes. C'est sans arrêt changer de personnage, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime dans la comédie. Pour moi, c'est la définition de la comédie. Si je vous dis qu'on pourrait considérer d'une certaine manière, enfin, tout ce qui est comique, donc même ce que vous faites, pourrait être rapproché finalement du travail des clowns, vous êtes vexé ou bien vous considérez que c'est acceptable? Non, je veux pas me vexer, moi. Non, non. Moi, j'essaye de faire rire, puis voilà. Oui, alors donc dans ce sens, ça peut se rapprocher du travail des clowns. Si je vous dis que Bête mais discipliné, le film de Monsieur Zidi est vraiment très différent comme ton des films de Mitrani. C'est très différent, oui. Très différent. Mais ça, je crois que là, on retourne un peu en arrière. Je dis, pour moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de changer à chaque fois de personnage et je m'en prive pas. Bon, bah ça, c'en est la preuve. Entre le Passe-Montagne, le Mitrani et le film de Zidi ou les films de Lelouch, pour moi, j'ai besoin de me déplacer. Sinon, ça m'intéresse pas. Maintenant, pour répondre à votre question, je subodore tout ce que vous pouvez me dire sur ce film. Pour moi, le film de Zidi est un film de divertissement pur, à l'état brut, comme ça. Et puis, voilà, c'est ce qui m'a tenté dans ce film quand j'ai lu le scénario. Voilà, parce que c'était un scénario vraiment très très bien écrit. Et c'est pas si courant que ça. Sur les 125 que je dois avoir à la maison, il fait partie des trucs qui se dégagent immédiatement. Il est timide, votre garçon, là. Ah oui, c'est ça, c'est le personnage et sa définition. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il rate tout, quoi. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Et vous êtes timide? Oui, oui. Disons qu'avec le métier que je fais, ça tend à se passer un petit peu, mais il y a toujours des situations dans lesquelles je me retrouve un peu timide. De toute façon, je crois que je veux pas dire ça me fait plaisir. Je crois pas que qui que ce soit puisse se vanter de ne jamais être timide. Sinon, tant pis pour lui. Je constate que nous ne savons encore rien au sujet de votre vie privée, Jacques Villeray. Ben, parce que je veux bien vous dire tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est-à-dire que c'est tout simple. C'est une vie privée comme on l'entend. C'est-à-dire que je suis marié, j'ai un enfant, et puis voilà. Et que quand mon métier va très bien, ma vie privée va très bien, et puis que c'est un équilibre entre les deux. Je veux dire de la palissade, mais quand même, on sort pas de ça. Enfin, vous allez de film en film et de gala en gala, ça n'est pas nécessairement tellement favorable à l'entretien d'une vie privée satisfaisante. Pas du tout. Je trouve au contraire, c'est très bien, par exemple, de s'en aller 8 jours ou 10 jours, et puis on revient, c'est mieux. Je sais pas, je crois que j'aurais plus de peine à être toujours chez moi, rentrer tous les soirs à la même heure. Je crois que ça me créerait un problème. Je pourrais devenir hypocrite. Je sais pas. Oui, il n'y a quelqu'un d'autre qui vous attend quand même. Il y a l'opinion de l'autre, il y a la personne qui vous attend quand même. Oui, mais je crois qu'elle a, pour l'instant, une très bonne opinion de moi. Et puis voilà, je crois que c'est aussi bien comme ça. Je trouve que c'est ce qu'on préconise. Qu'est-ce que les gens cherchent dans soi-disant, ces histoires de liberté, de couple là et tout ça, c'est ni plus ni moins ça. C'est-à-dire, c'est prendre de l'air de temps en temps. Alors, il se trouve que mon métier m'apporte cette possibilité. Parfait. Il y a un journaliste, et je crois un journaliste qui vous veut du bien, un journaliste qui vous aime bien, je crois que l'article était amical, qui disait que rien ne va plus aller vous servir de test pour savoir si vous alliez poursuivre dans le cinéma ou vous cantonner sur la scène. Oui, mais ça c'est faux. Peut-être qu'il m'aime bien, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi je fais à la fois du cinéma et de la scène, et puis voilà, j'ai aucune intention de lâcher ni l'un ni l'autre, quoi. Mais pourquoi il y aurait ce besoin de choisir entre les deux? Je crois que ce qui est important pour moi en tant qu'acteur, en tout cas, c'est d'aller de l'un à l'autre. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que les réalisateurs manquent un peu d'imagination, qu'ils ne vous utilisent pas
suffisamment dans des rôles qui, justement, sont beaucoup plus différents de ce que vous faites sur scène. Oui, ça se peut. C'est un peu vrai, oui, il y a un petit manque d'imagination, mais c'est aussi bien comme ça, parce que disons que moi je vais résoudre le problème moi-même, et puis peut-être que moi je ferai les films moi-même, puisque je me connais bien. Quelles sont vos options sur l'avenir, à part ce projet maintenant que vous venez de nous révéler, pardon, mais est-ce que vous pensez par exemple que le café-théâtre a un avenir encore, ou bien est-ce qu'il a connu maintenant sa grande époque et que ça va... Le café-théâtre, c'est pas un moyen d'expression particulier. Le café-théâtre, c'est un moyen d'expression, c'est une façon de lutter contre les difficultés à jouer ou à se faire jouer. C'est tout. Hein. Le café-théâtre, avant, ça s'appelait cabaret, encore avant, ça s'appelait café-concert. C'était, voilà, c'est tout. C'est une chose marginale. C'est tout. Mais je veux dire, le café-théâtre n'est pas plus révélateur de... Si, il est révélateur de personnes qui peuvent devenir importantes par la suite. Mais c'est tout. C'est pas une fin en soi, le café-théâtre. Il faut en sortir. Il faut en sortir. Mais par contre, vous êtes fort écarté du théâtre. Non, je ne suis pas écarté. Là, pour l'instant, moi, je veux dire, j'ai beaucoup de tournées à faire, de galas, tout ça. J'en profite, c'est pas le mot. Je veux dire que je m'en voudrais de... Ça serait ridicule de ma part de stopper quelque chose qui roule tout seul. Et il faut le mener à bien. Et puis voilà, mais si demain ou après-demain on me propose une très bonne pièce qui me fait rire et qui puisse faire rire les spectateurs, ça je tiens à le préciser parce que définitivement il n'y a que ça qui m'intéresse quand même. Profondément, il faut que les choses soient un divertissement, et ben je la ferai. Je vous dis pas que je jouerai au Châtelet avec 40 acteurs autour de moi parce que ça, je pourrais plus. Mais une pièce avec 5-6 acteurs que j'aime bien, avec qui je m'entends bien, une très bonne pièce, ça je la ferai sans problème et très volontiers. Que diriez-vous éventuellement à ces jeunes téléspectateurs auxquels je faisais allusion au début de l'émission, dont je disais qu'ils attendent peut-être la révélation du secret au sujet d'une réussite fraîche? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Bah, je crois pas qu'il y ait de secret. En plus, je crois que je suis un très mauvais exemple parce que moi, je suis pas une réussite fraîche. C'est-à-dire que moi, je suis pas un coup de chance. Je crois avoir j'ai le sentiment d'avoir travaillé et puis d'en avoir jamais pensé, surtout, c'est ça peut-être la seule chose qu'on puisse dire, d'avoir jamais pensé au vedettariat. J'ai toujours pensé aux choses que j'avais envie de faire. C'est le seul truc. Et puis si un jour les choses deviennent plus importantes par décision du public, ça vous tombe dessus, on essaye de l'assumer. Mais c'est tout. Je crois qu'il ne faut surtout pas penser à se dire je suis le nouveau Gérard Philippe ou l'ancien James Dean. Et voilà, quoi. Je sais pas, il n'y a pas de recette, on ne peut pas donner. Sinon que je crois que quand même, si disons la dernière chose que je dirais, c'est que la scène est quand même la chose la plus importante, je crois. Parce que... Puis on peut arriver très bien à mystifier les gens au cinéma, à mystifier, enfin pas dans le sens péjoratif, c'est-à-dire à arriver à cadrer bien ce qu'on a à faire, à tenir son personnage et tout, mais que si on n'est pas un homme de scène, tôt ou tard, il y aura quelque chose qui manquera. Et je crois qu'on a toujours intérêt, si on a vraiment envie d'être acteur, à se jeter à corps perdu dans tous les textes des plus grands auteurs et les plus difficiles. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Jacques Villeray, pour cette conversation que vous avez octroyée ce soir et aussi pour tous les plaisirs que vous nous avez déjà apportés.